Alors pour poursuivre sur le thème du sommeil, je vous propose qu'on accueille Christian Clot, qui est explorateur et qui est directeur de l'Institut Adaptation. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Christian. Merci pour ça. Donc effectivement, merci beaucoup pour la présentation de ce matin sur le sommeil et tout ce que vous avez pu poser comme question. C'est un sujet qui est très vaste et on a essayé d'un peu en donner quelques parties. Donc moi je suis effectivement explorateur-chercheur, directeur de l'Institut de recherche sur l'adaptation humaine, donc le Human Adaptation Institute. Mais on travaille beaucoup évidemment sur des terrains de sommeil, puisque le sommeil, alors la question à quoi sert le sommeil, la réponse n'est pas toujours très claire, mais ce qui est certain par contre, c'est que nous on a des privations de sommeil profondes et très rapidement la dégradation fonctionnelle se crée. Donc on ne sait pas forcément exactement pourquoi le sommeil a été inventé par le système biologique, mais par contre on sait que c'est indispensable. On utilise aussi, comme ça a été décrit, des électroencéphalogrammes, alors des électroencéphalogrammes, des électrocardiogrammes, différents appareils. Là, on faisait des tests. Aujourd'hui, on n'utilise plus du tout ce genre de machine et plus tellement les casques, parce qu'on voit les problématiques de ce genre de machines, qui sont des électrodes humides, c'est ce qui a été utilisé tout à l'heure. Effectivement, on est obligé de mettre des gels ou des pâtes sur les cupules qu'on met sur la tête. Sauf qu'à moins 60 ou à plus 60 degrés, la conductivité d'un gel ne sert plus du tout. Donc ça ne nous sert plus. Donc aujourd'hui, on n'utilise plus du tout ce genre de machine. On utilise ce qu'on appelle des électrodes sèches. Donc on n'a plus besoin d'avoir de l'humidité. Et maintenant, on développe même un nouvel électroencéphalogramme qui devrait sortir là très bientôt, où il n'y a plus de contact avec la peau. Ce qui permettra d'éviter les artefacts créés par les contacts de peau. Et effectivement, on utilise aussi après en laboratoire ce qu'on a vu ici. Sur ce qu'on appelle, alors ça c'est des simples, mais maintenant on utilise des High Density EEG qui sont 256 canaux et qui permettent de faire ce que ne peuvent pas faire les électroencéphalogrammes classiques, à savoir de modéliser des images 3D du cerveau, ce qui était dévolu exclusivement à l'IRM. Il y a une première question, en fait, qui est une problématique qui est assez fréquemment évoquée. Tu parlais de la durée du sommeil et son besoin. S'il y a des gens qui travaillent maintenant, même dans le milieu réel, on en parlait, c'était ce qu'on appelle faire des soleils polyphasiques. Ce que vous faites fréquemment pour par exemple les navigateurs, etc. On a en fait ces cycles-là. Il y a, si on doit schématiser encore un tout petit peu, on a la phase de réveil-endormissement, on a ensuite la phase de sommeil lent, qui va être soit profond, soit non profond. Et nous, on est plus sur des phases où à peu près une personne va rester 20 minutes en sommeil profond. Quelle est la différence entre le sommeil profond et non profond? C'est simplement que si vous êtes en sommeil non profond, si je vous réveille, le moindre bruit, le moindre événement va vous réveiller. Là où dans le sommeil profond, il y a des gens, vous pouvez leur mettre un réveil à côté d'eux à 50 décibels, ils ne bougent pas, quoi. Le principe, c'est d'utiliser ce temps de sommeil profond qui est d'à peu près 20 minutes, qui peut être encore à peu près, il y a des gens c'est 15 minutes, d'autres c'est 22 minutes, quoi, pour régénérer en fait le besoin initial du sommeil, à savoir se servir de cette maximalisation qu'offre le sommeil profond, sans perdre le temps, entre guillemets, de l'endormissement, du sommeil non profond et même du paradoxal qui, en tout cas, a priori, pour reposer et redonner la régénération nécessaire, n'est pas indispensable sur des périodes de quelques jours ou quelques semaines. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler pour très rapidement dépasser la stade de l'endormissement, pour aller très rapidement, non pas en sommeil semi-profond, mais en sommeil profond, passer le temps du sommeil profond et se réveiller. Et ça, c'est quelque chose qui est assez efficace. C'est plutôt que de faire du coup des cycles de 90 minutes et de les faire successivement, on va faire des petits cycles de sommeil de 20 minutes qui permettront à la fois d'avoir le bénéfice de la régénération et à la fois de garder la vigilance extérieure puisque vous vous réveillez toutes les 20 minutes, vous pouvez garder un contrôle sur ce qui se passe. Pourquoi on fait ça? C'est clairement pour cette notion de vigilance, c'est que pendant que vous dormez, vous perdez la vigilance dans des conditions difficiles ou extrêmes de vie. La vigilance, elle est fondamentale. Si vous êtes dans des milieux extrêmes, 20 minutes, c'est énorme. Il peut se passer un nombre d'événements conséquents.
Donc vous devez très régulièrement surveiller, veiller à la situation et vous mettez en place des systèmes comme ça. Petit détail, les conditions de sommeil changent énormément votre capacité à rentrer dans les différentes phases de sommeil. Ça, on ne peut pas tout dire ce matin et c'est vrai que c'est trop compliqué de parler de tout ce qu'il y a dans le sommeil. Mais clairement, si vous dormez à 22 degrés ou si vous dormez à 18 degrés, si vous dormez à 10 degrés ou à 30 degrés, vous n'avez pas du tout le même sommeil. Vous l'avez sûrement déjà expérimenté. Hein. Plus il fait chaud, plus vous dormez mal, généralement. Mais plus il fait froid, à partir de 10 degrés, si vous commencez à descendre en froid, et plus vous dormez mal aussi. C'est pas forcément c'est pas la même problématique, mais plus il fait froid, plus vous allez perdre la capacité d'entrer dans les phases de sommeil paradoxal. À moins 60 degrés, par exemple, pendant 30 jours, je n'atteins jamais la phase de sommeil paradoxal. Même si j'ai envie. Même avec du temps, si tu prends du temps. Même avec du temps. En fait, le corps a tellement besoin de lutter contre le froid, parce qu'il peut pas, aucun habit ne suffit, qu'en fait, il doit rester en vigilance constante, y compris dans les temps de sommeil. Donc, tu n'arrives jamais, tu ne rentres même pas en sommeil profond, en fait, on reste qu'en sommeil non profond. Sommeil non profond. Et ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous allez vous épuiser, quoi. Donc, ne dormez pas à moins 60, si vous pouvez éviter. Voilà. Tout ça. Ce qui est intéressant avec tout ce qui a été dit aujourd'hui, je trouve, c'est que la connaissance du sommeil, elle est en train d'exploser en fait. Depuis 10 ans, il y a un nombre de nouvelles études, de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences qui sont en train de se créer. Des outils évoluent hallucinants. Là, on est en train de parler d'électroencéphalogramme, ce que vous avez mis sur la tête. Si vous deviez dormir avec, ça influencerait immédiatement votre sommeil. C'est logique. Donc le problème des études sur le sommeil, c'est qu'en soi, les équipements d'études provoque une différenciation du sommeil. Donc c'est pas évident de déterminer quelle est la différence due à l'appareillage que si vous étiez sans appareil. Donc aujourd'hui on est en train de réduire beaucoup ces appareils. Par exemple nous on utilise des équipements. Un certain équipement que j'utilise moi aujourd'hui pour notamment le RR cardiaque et des liens avec la somatisation et autres, pesait 15 kg. Donc, quand on a commencé en 2005, ça pèse aujourd'hui 150 grammes, c'est des petites plastiques, on se met ici et c'est fini. Donc je veux dire, en 15 ans, on a juste... on parlait de Michel Siffre, tu parlais de ce qui s'est fait dans les grottes. Tout ce qui s'est fait dans les grottes, entre autres par Siffre et autres. Ouais. Tu vois les machineries qu'ils avaient pour pouvoir étudier leurs trucs. Je veux dire, c'est juste ingérable, quoi. Donc on essaie de réduire au maximum. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a un travail qui est fait pour n'avoir plus qu'une seule électrode en lobe préfrontal. Parce qu'on a vu que ça permettait, certaines fonctions préfrontales au moment du sommeil focalisent toutes les données dont on a besoin, plus un petit électrocardiogramme, alors qui permet non pas de voir le rythme cardiaque, mais bel et bien l'intervalle entre chaque battement, ce qu'on appelle le RR cardiaque, qui est beaucoup plus performant pour nous. Et en fait, avec ces deux petites machines, une gélule qu'on avale et qui donne la température centrale permanente, on arrive à avoir des qualités de finesse d'études du sommeil qui sont exceptionnelles. On avale une capsule avec un thermomètre intégré. Exactement. Les signaux radio. C'est ça. Ouais, okay. Ouais. Donc ça, nous on utilise ça dans nos expéditions. On est les seuls à le faire aujourd'hui parce que nous, on s'autorise de faire des choses. Parce qu'en fait, après, oui, c'est des questions de rentrer sur des faits que ça devient des outils médicaux, donc du coup... Il y a toujours cette thématique qui est est-ce que la capsule que tu ingères peut te mettre en danger et donc provoquer un risque pour la personne qu'on étudie, et donc au niveau éthique, ça poserait problème. A priori, nous, on n'a jamais eu de problème, mais voilà, c'est un choix quand même de se dire je vais avaler une gélule qui va transiter dans mon estomac, mon intestin, jusqu'à ressortir. Mais ça ressort toujours, hein, je vous rassure. C'est l'avantage, vous le récupérez. Et du coup, ça donne les données en continu ou vous récupérez, ça enregistre les données et vous les Alors on a les deux, ça donne les données en continu. On a un appareil externe qui permet de régler. Alors soit on règle sur toutes les secondes, ce qui n'est pas très utile pour la température, toutes les 30 secondes, toutes les minutes, toutes les heures. Bon alors toutes les heures ça ne sert à rien. Donc on voit en direct, mais évidemment ça enregistre aussi. Puis après on peut faire des profilages de température qui sont extrêmement intéressants parce que pour le coup, alors maintenant on a le lien. Je l'ai évoqué, mais on n'a pas dû parler. Le lien température-sommeil est évident. Mais c'est pareil, c'est récent tout ça, parce qu'avant, pour avoir une température en continu pendant le sommeil, voilà. Ouais, mais... Alors ça a toujours été ça. Je n'ai pas creusé, mais puisque Michel Siffre, quand il faisait son exploration, il remontait la température, mais je ne sais pas à quel intervalle il a donné. Et je ne sais pas comment il la faisait. Tu sais, toi? Ouais, je sais. Tu veux vraiment qu'on en parle? Bah ouais, vas-y.
Non, mais en fait, il prenait sa température à chaque fois qu'il se réveillait. Ouais. Il la prenait en rectal à l'époque, parce que c'était obligatoire. Il a tenté de garder un thermomètre en permanence qui était avec un système de capteur sur onde électrique. À chaque fois que le thermomètre arrivait, que le mercure descendait en dessous d'une certaine température, ça activait un signal électrique. Donc en fait, ils arrivaient à peu près à savoir si la personne... Bon, c'était relatif, quoi. Ouais, non, c'est ça. En réalité, alors Michel Cifre, jamais je critiquerai ce gars parce que ce qu'il a fait, c'est juste hallucinant avec les moyens de l'époque. Mais clairement, c'était avec les moyens de l'époque. Donc en fait, un certain nombre de données qui remontaient, notamment on parlait de sérotonine ou d'oxytocine ou des choses comme ça, c'est des choses qui ne pouvaient pas correctement analyser. Donc en fait, malheureusement, à l'époque, c'est déjà ce qu'il a réussi à faire avec les moyens qu'il avait, c'est fou. Mais maintenant, on va refaire ce genre d'expérience. On est en train de préparer ça, mais cette fois avec tous les outils technologiques qu'on a. Parce que là, justement, c'est ce fameux. Ceci dit, il est quand même monté. Enfin, il y a une pression. Il y a quand même des résultats qui sont quand même impressionnants. C'est extraordinaire. Ouais. Compte tenu de ce qu'on savait à l'époque, des outils qu'ils avaient et tout. Enfin, lisez Hors du temps de Michel Cifre. C'est splendide. C'est vraiment un super bouquin où on apprend plein de trucs. Puis la voiture est folle parce qu'il descend dans un gouffre, le cours de Scarançon qui est dans le sud de la France. Il se met sur ce qu'on appelle une glacière. Donc il vit à 0 degré sur un truc humide pendant les 2 mois qu'il va rester là. Donc il est à 100% d'humidité. Ouais, Est-ce qu'il était dans la pénombre tout le temps, sinon... Alors, dans la pénombre, oui et non. C'est-à-dire qu'il avait des lumières... En fait, le principe, c'est de se couper de tout rayonnement solaire donc et de ne pas avoir de montre. Par contre, tu peux avoir ta propre lumière. Donc, ils avaient des lumières et autres. Et je dirais que même, ils avaient de l'électricité. Et puis même l'idée du contact extérieur ne doit pas donner d'heure, ne doit pas donner d'information, puisque l'idée, c'est vraiment de regarder si notre corps fonctionne de manière cyclique naturellement ou pas, ou si c'est imposé, parce que c'était un débat de l'époque qui était de savoir, c'est de se dire, voilà, les gens disaient c'était complètement socialisé, c'est-à-dire c'est parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a des gens qui te disent c'est l'heure d'aller manger, donc voilà, ou est-ce qu'il y a une donnée intrinsèque et ce qu'a montré Michel Cifre, c'est ça qui est fort, c'est qu'a priori il y a une donnée intrinsèque, il y a un fonctionnement biologique. Mais justement, qu'on regarde en permanence avec nos rythmes sociaux, et donc finalement, est-ce que les gens, est-ce qu'une personne dans la société, est-ce qu'on peut expliquer un certain nombre de troubles mentaux, de traumas mentaux, simplement parce que les personnes sont déphasées par rapport à leur propre rythme logique? Ça, c'est un vrai questionnement qui existe aujourd'hui. Mais malheureusement, il n'y a pas d'études de sommeil vraiment fonctionnelles et efficaces en IRM. Ce qui serait évidemment le summum, parce que vous savez, vous devez mettre une personne dans l'IRM, et puis vous êtes allongé dans votre machin, là, puis on dit « dormez maintenant ». En plus, vu le bruit que ça fait, c'est voilà, incroyable. Donc ça fait, qui a déjà fait des IRM parmi vous? Voilà. Bon. Et ben un IRM, donc vous rentrez dans la machine, hein, c'est une machine extraordinaire, mais après vous avez bam 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 bam, et vous êtes là, dormir. Bref. Ouais. Donc ça n'est pas ultra fonctionnel pour étudier le sommeil. Par contre, maintenant, grâce au nouveau électroencéphalogramme à haute densité et puis différents outils qu'on a, on va pouvoir dépasser un peu ce qui a été fait et vraiment étudier ce qui se passe dans le cerveau. Est-ce qu'il y a un rythme cognitif du sommeil ou est-ce que c'est qu'un rythme biologique du sommeil? Vous voyez la différence, mais elle est importante. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. À bientôt.